Et si le geste le plus dangereux de l'Iran n'était pas une pluie de missiles, ni une attaque spectaculaire, ni même une déclaration de guerre? Et si, au contraire, son arme la plus redoutable était la retenue? Une retenue froide, calculée, presque invisible. Une stratégie conçue non pas pour détruire immédiatement, mais pour faire douter, épuiser, désorganiser ses adversaires jusqu'à les pousser à commettre eux-mêmes l'erreur fatale. Car dans les conflits modernes, la puissance ne se mesure plus seulement au nombre de chars, d'avions ou de bombes. Elle se mesure aussi à une capacité beaucoup plus subtile, forcer l'ennemi à vivre dans l'incertitude permanente. Et aujourd'hui, alors que le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis reste fragile, que les négociations avancent sous haute tension et que Washington laisse planer la menace de nouvelles frappes, une question devient centrale. Téhéran prépare-t-il une riposte ou quelque chose de bien plus intelligent encore? Je suis Alexandre Morel, et pendant que le monde regarde les événements, nous allons analyser ce qui se passe réellement dans l'ombre. Le danger ne vient peut-être pas de là où tout le monde regarde. Depuis des semaines, le monde observe le Moyen-Orient avec la respiration coupée. Les caméras scrutent les bases militaires, les satellites surveillent les mouvements de troupes, les analystes comptent les missiles, les drones et les navires déployés dans le Golfe. Tout le monde attend le prochain choc visible, une frappe, une explosion, une attaque spectaculaire qui ferait immédiatement la une des chaînes d'information. Mais l'histoire militaire enseigne une vérité dérangeante. Les décisions les plus lourdes de conséquences ne sont pas toujours les plus bruyantes. Parfois, ce qui transforme durablement un rapport de force ne se présente pas comme une escalade ouverte. Cela peut prendre la forme d'un silence inhabituel, d'une patience calculée, d'une série de gestes limités, suffisamment ambigus pour éviter la guerre totale, mais assez inquiétants pour obliger l'adversaire à modifier toute sa stratégie. C'est peut-être précisément ce que l'Iran cherche à faire aujourd'hui. Non pas frapper dans la précipitation, non pas jouer son va-tout dans une confrontation frontale avec les États-Unis et Israël, mais démontrer progressivement qu'il est devenu beaucoup plus difficile à contraindre qu'on ne l'avait longtemps imaginé. Le plus dangereux n'est donc peut-être pas ce que l'Iran pourrait lancer demain. Le plus dangereux, c'est ce qu'il pourrait obliger ses adversaires à anticiper chaque jour. Une paix fragile, mais une machine de guerre toujours en marche. Officiellement, des canaux diplomatiques restent ouverts. Des propositions circulent, des médiateurs s'activent. Le cessez-le-feu annoncé en avril 2026 a créé un espace de négociation, mais cet espace demeure instable, fragilisé par des déclarations contradictoires, des tensions maritimes persistantes et la possibilité évoquée par Donald Trump de nouvelles frappes contre l'Iran si aucun accord n'est trouvé. C'est là tout le paradoxe des crises modernes. Les dirigeants parlent de paix pendant que les appareils militaires continuent de se préparer à la reprise du conflit. À Washington, certains responsables mettent en avant l'efficacité des opérations menées contre l'Iran. À Téhéran, le discours insiste au contraire sur la résistance, la capacité de survie et la volonté de ne pas céder sous pression. Entre les deux, un climat de méfiance s'installe. Un climat où chaque geste devient un signal, chaque mouvement une possible provocation, chaque silence une menace potentielle. Et dans cet environnement saturé d'incertitudes, l'Iran n'a pas nécessairement besoin d'un coup d'éclat pour influencer le rapport de force. Il lui suffit d'entretenir une question dans l'esprit de ses adversaires. Que se passerait-il si nous nous trompions sur sa réelle capacité de nuisance? La retenue comme stratégie, pas comme faiblesse. Dans beaucoup de capitales occidentales, la retenue est souvent interprétée comme un signe d'hésitation. Ne pas riposter immédiatement peut être perçu comme une faiblesse. Ne pas répondre de façon spectaculaire peut sembler être un recul. Mais dans la logique stratégique, la retenue n'est pas forcément un aveu d'impuissance. Elle peut être une arme. Un État qui ne se précipite pas force ses adversaires à rester en alerte. Il les oblige à conserver leurs forces mobilisées, à maintenir leur système de défense activé, à déployer leurs navires, à surveiller leurs infrastructures et à absorber des coûts financiers, politiques et psychologiques importants. Autrement dit,
L'absence de frappe peut parfois produire plus de fatigue stratégique qu'une frappe mal choisie. C'est ce que les grandes puissances ont toujours compris. L'Empire britannique protégeait ses routes commerciales en affichant une présence navale permanente. L'Union soviétique utilisait l'incertitude nucléaire comme instrument de dissuasion. Aujourd'hui, l'Iran semble exploiter une logique comparable, adaptée à son propre terrain. Faire planer assez de risques pour que l'ennemi commence à modifier son comportement avant même qu'une attaque ne survienne. L'Iran ne cherche peut-être pas la victoire rapide. Pendant longtemps, de nombreux observateurs ont analysé l'Iran avec une grille trop simple. Un pays sous sanctions, isolé, économiquement affaibli, donc forcément pressé par le temps. Mais les dernières années ont peut-être conduit Téhéran à une conclusion différente. Et si l'Iran considérait désormais que le temps joue aussi contre ses adversaires, les États-Unis doivent gérer plusieurs priorités géopolitiques à la fois. Israël demeure sous pression sur plusieurs fronts. Les marchés mondiaux réagissent violemment aux perturbations énergétiques. Les opinions publiques, elles, supportent de moins en moins les guerres longues, coûteuses et sans objectif clair. Dans ce contexte, l'Iran n'a pas forcément besoin de gagner militairement. Il n'a pas besoin d'occuper un territoire. Il n'a pas besoin de vaincre l'armée américaine dans une bataille conventionnelle. Il lui suffit de convaincre ses adversaires d'une chose. Toute confrontation prolongée coûtera trop cher, trop longtemps et avec trop peu de certitude de succès. C'est là que commence la vraie dissuasion. La puissance d'un État ne se limite plus à ses frappes. La guerre moderne ne repose plus seulement sur la destruction directe. Elle repose sur l'interconnexion des vulnérabilités. Un pays peut subir un choc sans qu'aucune de ses villes ne soit bombardée. Il suffit parfois que les marchés paniquent, que les assurances maritimes s'envolent, que les chaînes logistiques se grippent, que les routes commerciales deviennent incertaines, que les alliés se demandent combien de temps leur protecteur restera pleinement engagé. Or, l'Iran dispose d'un environnement régional qui lui permet de transformer cette incertitude en levier. Au nord, des groupes alliés peuvent maintenir la pression sur les frontières d'Israël. Dans le Golfe, des incidents maritimes limités peuvent suffire à troubler les échanges. Dans le cyberespace, les infrastructures financières, portuaires ou énergétiques peuvent devenir des cibles indirectes. Et sur le dossier nucléaire, le manque de visibilité internationale nourrit encore davantage la méfiance. L'AIEA a indiqué en février 2026 qu'elle ne pouvait plus fournir d'informations fiables sur l'état actuel de certaines activités d'enrichissement en Iran, faute d'accès suffisant aux installations concernées. Ce mélange est explosif, pas parce qu'il garantit une guerre totale, mais parce qu'il élargit le champ des pressions possibles. Le détroit d'Ormuz, une menace qui agit avant même d'être exécutée. Il existe un point géographique dont le nom revient toujours dans les crises du Golfe. Le détroit d'Ormuz. Ce passage étroit est l'un des corridors énergétiques les plus sensibles du monde. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, les flux pétroliers y ont fortement chuté au premier trimestre 2026, passant de plus de 20 millions de barils par jour fin 2025 à environ 14,6 millions au premier trimestre 2026. Pourquoi est-ce si important? Parce que Téhéran n'a pas besoin de fermer totalement le détroit de manière durable pour provoquer un choc. Il lui suffit de convaincre les acteurs économiques que cette fermeture est possible ou que la navigation y restera plus risquée qu'avant. Et dès lors, les effets se propagent. Les prix du pétrole deviennent plus volatiles, les armateurs revoient leur route, les assureurs augmentent leurs primes, les gouvernements recalculent leurs réserves et les ménages, parfois à des milliers de kilomètres, peuvent finir par ressentir la tension à travers le coût de l'énergie. Voilà la force d'un levier stratégique. Il agit bien au-delà du théâtre militaire. Le scénario le plus inquiétant, une pression multifront. Imaginons maintenant une réponse iranienne qui ne prendrait pas la forme d'une attaque massive, mais d'une démonstration coordonnée. Pas de déclaration de guerre, pas de frappe spectaculaire sur une capitale, pas d'image unique résumant la crise. À la place, une montée soudaine des alertes navales dans le Golfe, des mouvements visibles d'unités de missiles, une activité accrue de groupes alliés dans plusieurs zones,
des cyberperturbations ciblant des entreprises logistiques ou des plateformes liées au commerce maritime, des annonces ambiguës sur la doctrine nucléaire ou les capacités militaires. Individuellement, chaque élément pourrait sembler limité, mais ensemble, ils formeraient un message limpide. L'Iran peut faire grimper le coût de la confrontation sans entrer immédiatement dans une guerre ouverte. C'est exactement ce qui rend une stratégie asymétrique si difficile à contrer. Elle ne cherche pas toujours à écraser l'adversaire, elle cherche à le déséquilibrer, à lui retirer son confort de planification, à rendre chaque décision plus coûteuse que prévu. Israël face à un problème de saturation stratégique. Pour Israël, le défi est encore plus complexe. La supériorité technologique israélienne reste considérable, mais même une armée très avancée doit gérer une réalité implacable. Elle ne peut pas éternellement rester sous tension sur tous les fronts, à la fois sans conséquence. Si l'Iran parvient à entretenir plusieurs foyers de pression simultanés, alors Israël doit penser non seulement en termes de puissance de feu, mais aussi de durée, de stock, de soutien américain et de résilience nationale. La question n'est donc pas simplement « qui est le plus fort aujourd'hui ?» La vraie question devient « qui peut supporter le plus longtemps une confrontation diffuse, coûteuse et psychologiquement épuisante ?» Dans ce type de bras de fer, la supériorité militaire ne disparaît pas, mais elle ne suffit plus à elle seule à garantir un résultat politique favorable. Washington est le piège de la crédibilité. Du côté américain, le dilemme n'est pas moins dangereux. Si Washington frappe à nouveau l'Iran, il prend le risque d'une escalade élargie. S'il s'abstient, certains alliés ou adversaires peuvent interpréter cette prudence comme une hésitation. S'il négocie, une partie de son opinion intérieure peut crier au recul. S'il refuse de négocier, la crise peut se prolonger et s'enliser. C'est précisément ce genre de dilemme qui donne de la valeur à une stratégie de pression indirecte. L'Iran ne cherche peut-être pas à imposer un choix unique aux États-Unis. Il cherche peut-être à rendre tous les choix mauvais. Frapper, risquer. Attendre, risquer. Négocier, politiquement coûteux. Escalader, économiquement explosif. Et lorsqu'un adversaire est forcé de choisir entre plusieurs options imparfaites, il devient beaucoup plus facile de façonner son comportement. Le nucléaire, un facteur d'incertitude supplémentaire. Le dossier nucléaire ajoute encore une couche de tension. Les puissances occidentales continuent d'exprimer leur inquiétude face à l'enrichissement élevé de l'uranium iranien et au déficit de transparence relevé par l'AIEA. En mars 2026, les Européens ont rappelé que l'Iran reste le seul État non doté de l'arme nucléaire à avoir produit de l'uranium enrichi à 60%, un niveau qui alimente fortement les inquiétudes internationales. Cette réalité ne signifie pas automatiquement que l'Iran prépare une arme imminente, mais elle signifie que le seuil d'inquiétude est devenu beaucoup plus élevé. Et dans une crise régionale, ce facteur change tout, car une puissance confrontée à un adversaire dont les capacités réelles deviennent plus difficiles à évaluer agit avec davantage de prudence, parfois avec davantage de nervosité, et donc avec un risque accru de mal interpréter les signaux. Le vrai danger, l'erreur de calcul. Les grandes catastrophes géopolitiques naissent rarement d'un seul acte totalement irrationnel. Elles naissent plus souvent d'une accumulation de décisions que chaque camp croit raisonnables. Un geste militaire pensé comme un avertissement, une réponse interprétée comme une provocation. Une mobilisation jugée défensive par l'un, mais offensive par l'autre. Une ligne rouge supposée évidente, mais qui ne l'était pas pour l'adversaire. L'été 1914 reste l'un des exemples les plus saisissants. Avant la Première Guerre mondiale, presque toutes les puissances européennes croyaient pouvoir contenir l'escalade. Chacune pensait améliorer sa position. Chacune croyait que l'autre finirait par céder. Et pourtant, en quelques semaines, un conflit régional s'est transformé en guerre mondiale. Aujourd'hui, la logique n'est évidemment pas identique. Mais le mécanisme de fond reste inquiétant. L'Iran peut croire qu'une pression mesurée renforcera sa dissuasion. Israël peut y voir les prémices d'un affrontement plus large. Les États-Unis peuvent conclure qu'ils doivent intervenir vite pour préserver leur crédibilité. Chaque décision prise séparément peut sembler cohérente, mais mise bout à bout,
elles peuvent produire un enchaînement qu'aucun dirigeant ne contrôle complètement. La résilience iranienne change le calcul. Ce qui semble avoir profondément évolué, c'est la conviction iranienne de pouvoir encaisser plus longtemps qu'on ne le pensait. Des décennies de sanctions ont durement frappé le pays, mais elles ont aussi poussé le régime à développer des circuits économiques alternatifs, à renforcer certaines formes d'autonomie militaire et à structurer sa doctrine autour de la résilience, de la dispersion et de la guerre indirecte. Cela ne signifie pas que l'Iran est invulnérable. Il ne l'est pas. Son économie reste sous pression. Ses infrastructures demeurent exposées. Sa politique intérieure peut être instable et une escalade mal maîtrisée pourrait aussi lui coûter extrêmement cher. Mais la question stratégique n'est pas de savoir s'il est invincible. La question est de savoir s'il est devenu assez résistant pour rendre la coercition beaucoup moins efficace qu'auparavant. Si la réponse est oui, alors toute la logique occidentale des 20 dernières années doit être réévaluée. Et si l'Iran testait simplement la patience de ses adversaires, le prochain geste iranien pourrait ne pas être une vengeance spectaculaire, il pourrait être un test destiné à répondre à plusieurs questions. Les États-Unis sont-ils prêts à maintenir longtemps une pression militaire coûteuse? Israël peut-il gérer durablement plusieurs fronts actifs ou semi-actifs? Les marchés mondiaux peuvent-ils absorber une instabilité prolongée autour des routes énergétiques? Les alliés occidentaux restent-ils parfaitement alignés si la crise s'éternise? Une telle stratégie n'a pas besoin d'un événement unique énorme. Elle peut s'exprimer à travers une combinaison de signaux, un incident maritime ambigu, une annonce nucléaire calculée, une activation partielle de relais régionaux, une cyberopération ciblée, ou une séquence diplomatique parfaitement synchronisée avec une montée de la tension militaire. L'objectif ne serait pas de remporter une bataille. L'objectif serait de démontrer que l'Iran peut dicter le rythme psychologique de la crise. Le choc stratégique viendrait de la prise de conscience. Le véritable choc, si ce scénario se matérialise, ne sera pas forcément une explosion gigantesque. Ce sera le moment où Washington, Tel Aviv et peut-être d'autres capitales réaliseront que le paysage a changé plus profondément qu'elles ne voulaient l'admettre, que l'Iran est peut-être moins pressé qu'attendu, qu'il possède encore plusieurs leviers, qu'il peut transformer une faiblesse apparente en avantage temporel, et que la simple menace d'une perturbation régionale prolongée suffit déjà à peser sur les décisions politiques. Dans les conflits contemporains, la perception peut devenir un multiplicateur de puissance. Les marchés réagissent à ce qu'ils craignent avant même de réagir à ce qui est confirmé. Les gouvernements mobilisent des ressources pour éviter des scénarios qui ne se sont pas encore produits. Les alliances sont testées non seulement par les faits, mais aussi par l'anticipation des risques. Et c'est là peut-être que l'Iran cherche à peser le plus lourdement, une nouvelle définition de la puissance. Pendant longtemps, la puissance a été racontée avec des images simples. Un porte-avions, une flotte de chasseurs, des missiles, des bases, des chiffres. Mais la géopolitique moderne impose une définition plus large. Être puissant, ce n'est pas seulement pouvoir détruire, c'est aussi pouvoir ralentir les décisions de l'ennemi, l'obliger à disperser ses moyens, augmenter ses coûts, fragiliser ses alliances, rendre son environnement stratégique incertain. C'est exactement ce que cherche à faire une puissance qui comprend qu'elle ne battra pas forcément son adversaire frontalement, mais qu'elle peut le pousser à se battre dans de mauvaises conditions. L'Iran n'a pas besoin de convaincre le monde qu'il est plus fort que les États-Unis. Il lui suffit de convaincre Washington qu'une confrontation prolongée serait plus complexe, plus chère et plus imprévisible que prévu. Et parfois, dans l'histoire, cela suffit à changer le cours d'une crise. Pourquoi ce moment est particulièrement dangereux? Le danger actuel ne tient pas seulement à la possibilité d'une guerre ouverte. Il tient à l'existence d'un entre-deux permanent, pas la paix, pas la guerre totale, mais une tension suffisamment forte pour provoquer des erreurs, des surréactions et des décisions prises dans l'urgence. C'est dans ces zones grises que les conflits dérapent le plus facilement. Quand tout le monde surveille tout le monde, quand chacun parle de défense en pensant à l'attaque, quand chaque manœuvre est interprétée à travers la méfiance,
quand la politique intérieure pousse les dirigeants à paraître plus durs qu'ils ne voudraient peut-être l'être réellement. Le Moyen-Orient a déjà connu ce type de spirale, mais l'ajout simultané des marchés énergétiques, du cyberespace, du dossier nucléaire et d'un affrontement direct entre l'Iran, Israël et les États-Unis rend la situation encore plus volatile. La grande erreur serait de sous-estimer le rôle du temps. Dans une culture politique obsédée par l'effet immédiat, l'endurance paraît souvent secondaire. Pourtant, dans les crises longues, le temps devient une arme. Celui qui peut attendre, encaisser, absorber, s'adapter et laisser l'autre s'user gagne parfois plus qu'avec une offensive spectaculaire. C'est peut-être ce que Téhéran croit aujourd'hui. Que les États-Unis ont plus à perdre d'un enlisement, qu'Israël a plus à craindre d'une dispersion prolongée de ses priorités sécuritaires, que les marchés internationaux réagiront à chaque pic de tension, que la simple répétition de crises partielles finira par imposer un coup politique cumulatif. Si cette lecture est correcte, alors l'Iran ne joue pas seulement une partie militaire. Il joue une partie de résistance stratégique. Mais attention, l'Iran marche aussi sur une ligne très fine. Il serait naïf de présenter l'Iran comme un joueur parfaitement maître de toutes les conséquences. Une stratégie d'ambiguïté peut aussi se retourner contre celui qui l'emploie. Une provocation trop poussée peut déclencher une riposte beaucoup plus forte que prévu. Une opération indirecte peut être attribuée trop clairement. Un incident maritime peut faire basculer les marchés et provoquer une réaction politique impossible à contenir. Une erreur de calcul au mauvais moment peut transformer une démonstration de force en désastre stratégique. La dissuasion repose toujours sur l'équilibre entre menace et contrôle. Si la menace devient trop élevée, elle peut provoquer exactement ce qu'elle cherchait à éviter. C'est pourquoi la situation actuelle est si instable. L'Iran tente peut-être d'exploiter l'incertitude, mais l'incertitude n'obéit jamais complètement à celui qui la crée. Le monde pourrait déjà être entré dans une nouvelle phase. Les changements les plus importants de l'histoire internationale ne commencent pas toujours avec une date évidente. Ils s'installent lentement, ils s'accumulent presque en silence, puis un événement révèle soudain que l'ancien équilibre n'existe plus. C'est peut-être ce qui se joue aujourd'hui. Pendant des années, beaucoup ont considéré l'Iran comme une puissance régionale dangereuse, certes, mais contenable. Aujourd'hui, la question est différente. Est-il devenu assez résilient, assez connecté, assez capable d'imposer des coups indirects pour transformer durablement les calculs de ses adversaires? Si la réponse est oui, alors le prochain mouvement iranien pourrait choquer non parce qu'il serait inimaginable, mais parce qu'il révélerait à quel point certains signaux avaient été ignorés. Et dans ce cas, la vraie surprise ne serait peut-être pas ce que l'Iran fera. La vraie surprise serait de découvrir que le monde avait déjà eu plusieurs occasions de comprendre ce qui se préparait. Le Moyen-Orient entre peut-être dans une phase où la puissance ne se juge plus seulement au bruit des explosions, mais à la capacité d'imposer l'attente, le doute et la peur de l'escalade. L'Iran n'a pas nécessairement besoin d'un geste spectaculaire pour modifier l'équilibre régional. Il lui suffit peut-être d'un geste assez mesuré pour rester sous le seuil de la guerre ouverte, mais assez fort pour obliger Israël et les États-Unis à repenser toutes leurs certitudes. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse, parce qu'une puissance qui comprend la valeur de la patience peut parfois frapper plus fort sans même tirer la première. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous voulez d'autres décryptages géopolitiques profonds, stratégiques et sans détour, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et dites-moi en commentaire. Selon vous, l'Iran cherche-t-il vraiment l'affrontement ? Ou veut-il surtout pousser ses adversaires à s'épuiser eux-mêmes? Et pour continuer, regardez aussi notre autre analyse sur les bouleversements qui redessinent déjà l'équilibre du Moyen-Orient.